Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de l'entretien de la matinale. Aujourd'hui, nous parlons de l'Afrique et notamment d'un livre, L'Afrique des possibles, les défis de l'émergence, un ouvrage qui vient de paraître aux éditions Cartala. Cet ouvrage est signé Pierre Jacquemot, ancien ambassadeur de France dans différents pays africains, notamment le Kenya, le Ghana, la République démocratique du Congo, ancien directeur du développement au ministère des Affaires étrangères français, ancien conseiller du président Abdou Diouf et également chercheur associé à l'IRIS. Il est de passage à Rabat pour une conférence organisée par l'Institut royal des études stratégiques, une conférence au cours de laquelle il a présenté son ouvrage. Et il nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin dans notre plateau de l'entretien pour nous parler de ce potentiel africain qu'il évoque dans cet ouvrage. Alors, Monsieur Jacquemot, merci d'abord d'avoir répondu à notre invitation. La première question que je souhaitais vous poser, c'était sur les évolutions que vous avez pu constater au cours de votre carrière de diplomate à travers le continent africain, les principales évolutions que vous avez pu constater au niveau social, politique, économique et qui vous laissent penser que l'émergence africaine est en marche. Écoutez, on observe des transformations assez formidables, assez radicales depuis une quinzaine d'années sur l'Afrique au sud du Sahara. Je parle surtout de cette Afrique-là parce qu'elle est très différente de l'Afrique du Nord, du Maroc, ne serait-ce que pour des raisons démographiques. Ces transformations, c'est d'abord des transformations économiques, une croissance économique importante que l'Afrique n'avait pas connue après les indépendances, des chiffres spectaculaires de 5, 6, 7, voire 10% de croissance de son produit intérieur brut, une jeunesse, un élément démographique très important, une jeunesse qui arrive avec son enthousiasme et qui peut constituer ce les démographes appellent un dividende démographique pour peu qu'elle soit bien éduquée et trouve de l'emploi. De transformation sociale. Et de ce point de vue-là, probablement, la femme est au cœur de cette transformation. C'est probablement l'élément le plus moteur, parce qu'elle s'émancipe d'une certaine tutelle qu'elle subissait au sein de la famille, d'une tutelle sociale. Elle lutte contre un certain nombre de violences dont elle était victime, elle conquiert des places au plan politique, elle revendique un statut sociale, elle lutte contre le mariage forcé et contre un certain nombre de drames dont elle subissait. Et ça change toute la donne économique, toute la donne sociale, cette émancipation des femmes. Des transformations également diplomatiques. Le continent africain s'ouvre à d'autres partenaires, la Chine, l'Inde, la Turquie, le Brésil, le Maroc, qui est un partenaire qui est devenu essentiel. Et puis enfin, une transition politique. Chaque année, il y a une quinzaine d'élections qui se tiennent en Afrique, pas toujours dans de bonnes conditions, mais c'est déjà beaucoup mieux que quand il n'y avait pas d'élections du tout, grâce à une nouvelle génération d'Africains qui n'ont plus de complexe post-colonial, ils n'ont même pas connu la période coloniale, et ils s'engagent dans l'avenir avec cette ouverture au monde, cette connaissance du numérique, tout ceci constitue des bouleversements très importants sur un sous-continent qui était considéré comme étant le dernier de la classe pendant très longtemps. Alors, pour conduire cette émergence et puis surtout la réussir, quels sont les atouts sur lesquels peut compter l'Afrique? Vous avez évoqué sa jeunesse, mais quels sont les autres atouts qui font sa force et qui peuvent lui permettre de réussir cette émergence? Oui, alors le capital humain évidemment le plus important, que ce soit la jeunesse ou les femmes dont je parlais. Alors, l'Afrique a d'autres atouts. Un de ses atouts, c'est de ne pas avoir connu l'industrie. Et la COP22 l'a bien montré, il est possible à des pays de passer directement à une économie plus verte, plus vertueuse, plus soucieuse de l'environnement, dégradant moins ses forêts, son sol, son air, ses villes. Et l'Afrique a cette opportunité de passer directement vers cette économie plus verte et plus compatible avec l'avenir par rapport aux pays européens qui ont ce fardeau d'une industrie très polluante. Mais ça veut dire que l'Afrique, au lieu d'essayer de rattraper son retard, a déjà de l'avance sur notamment le développement durable, par exemple? J'aime pas trop le rattrapage. C'est comme s'il fallait en permanence rattraper les États-Unis ou l'Europe. Je pense qu'il est possible de trouver des voies originales, de trouver sa propre voie. Et l'Afrique peut construire sa propre voie, orientée vers l'environnement, à l'instar de ce que fait le Maroc, qui est assez remarquable et qui constitue une illustration de ce qui est possible de faire, notamment en matière d'énergie renouvelable. Mais l'Afrique invente aussi beaucoup de choses.
grâce au numérique. L'Afrique fait des choses avec le téléphone portable qu'on ne fait pas en Europe. Par exemple, des transferts d'argent, c'est une histoire qui est très connue. 20 millions de Kenyans font des transferts d'argent, n'ont pas de compte en banque, mais utilisent le téléphone portable comme moyen de transférer de l'argent de la ville à la campagne et de payer voilà, au quotidien. Donc il y a des bouleversements comme ça, des inventions grâce à la créativité du monde africain qui fait qu'ils n'ont pas besoin de rattraper l'Europe. Ils peuvent trouver leur cheminement propre, spécifique. Alors, au contraire, on a vu les points sur les atouts de l'Afrique. Quels sont les obstacles ou les points faibles et les obstacles qu'elle doit lever pour réussir cette émergence? Est-ce que, par exemple, la question de la gouvernance, vous avez évoqué les élections africaines, donc la classe politique, la bonne gouvernance, est-ce que ça fait partie des obstacles que l'Afrique doit lever? Oui, alors il y a encore beaucoup de situations où la gouvernance n'est pas satisfaisante. C'est-à-dire le système politique n'est pas redevable auprès des citoyens. Il y a encore des phénomènes de détournement de fonds encore trop importants. Il y a encore des élections qui ne se passent pas de manière totalement transparente. Mais c'est moins intéressant de regarder l'état des lieux, c'est plus intéressant de voir quel est le processus. Certes, c'est difficile, mais beaucoup de choses vont dans le bon sens, ont besoin d'un apprentissage, prennent du temps. La démocratie, c'est pas quelque chose d'instantané, c'est un processus qui se conquiert grâce à la société civile. Et donc, on est dans un processus qui me paraît vertueux. Mais c'est sûr qu'il y a encore des situations dramatiques de gouvernance tout à fait. La question de la sécurité est un problème important dans certaines régions de l'Afrique, que ce soit la région sahélienne, au sud du Maroc, par exemple, il y a encore des situations d'insécurité, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad, ou une région que je connais bien où j'ai servi, qui est la région des Grands Lacs, qui depuis 20 ans est encore où on assiste encore à des massacres de populations qui sont intolérables, inadmissibles. Donc la sécurité est encore un véritable problème. Et puis le nationalisme, je veux dire, on parle depuis l'Union africaine et puis beaucoup d'institutions régionales ont été créées pour favoriser l'intégration, mais sachez qu'il est plus facile pour un Français comme moi de circuler en Afrique que pour un Marocain ou un Sénégalais. On me demandera moins souvent de visa, donc on a encore des blocages dans l'unité africaine qui sont encore des facteurs de blocage, d'entrave inutiles et qui devraient être levés, il faut l'espérer, avec cette nouvelle génération d'Africains qui raisonnent Afrique plutôt que de raisonner de manière nationaliste. Alors, on a évoqué les potentiels, les obstacles. Le développement ou le co-développement, qui est une des mesures d'accompagnement pour le continent africain, vous avez été directeur du développement au ministère des Affaires étrangères en France. Est-ce que selon vous, on a fait assez de co-développement et est-ce qu'aujourd'hui, la coopération sud-sud n'est pas plus à renforcer que la coopération nord-sud? Écoutez, l'aide publique au développement n'a pas donné tous les résultats qu'on aurait pu espérer. Depuis maintenant un demi-siècle, en tout cas en direction du pays africain. Et on le voit bien, il y a encore des situations de pauvreté inqualifiables, des inégalités de revenus trop importantes, des problèmes de sécurité alimentaire encore aujourd'hui, des phénomènes de malnutrition. Dès qu'il y a une épidémie, elle prend des proportions extrêmement graves, ça a été le cas avec Ebola. Le paludisme reste encore la grande maladie africaine. Donc l'aide internationale n'a pas été tout à fait suffisamment efficace pour pouvoir remédier à tous ces malheurs, tous ces drames et permettre à l'Afrique de sortir de l'ornière dans laquelle elle est encore dans certaines régions. Donc il faut probablement concevoir d'autres modèles. Incontestablement, la coopération sud-sud, pour peu qu'elle soit sur un pied d'égalité et qu'elle ne reprenne pas les travers de la coopération nord-sud classique, ou qu'elle ne soit pas prédatrice, comme on peut le craindre dans certains cas, sur le secteur minier, pétrolier, où même le foncier, la terre devient un enjeu, un atout, un enjeu stratégique important. Pour peu qu'elle soit équilibrée au plan diplomatique, au plan politique, elle est incontestablement un facteur important pour permettre à cette région de sortir. De ce point de vue-là, le Maroc a une véritable stratégie africaine, incarnée par son monarque, son roi, qui accorde beaucoup de temps à ses voyages et qui
prend le temps de rencontrer les populations, qui prend le temps de comprendre les réalités ce qui n'est pas souvent le cas des chefs d'État des pays occidentaux qui passent 24 heures dans un pays. Et puis, il y a une façon de déployer l'efficacité marocaine dans le secteur des transports, Royal Air Maroc, dans le secteur bancaire, le système bancaire marocain, le fil chérifien des phosphates qui est très efficace, pas seulement pour vendre des phosphates et des semences, mais pour développer toutes sortes d'activités. Donc il y a incontestablement là un modèle très intéressant de coopération sud-sud. Ce n'est pas le seul, mais c'est un des plus efficaces que je peux observer depuis une dizaine d'années et qui est incarné aussi par une diplomatie. J'ai eu beaucoup de collègues quand j'étais ambassadeur qui étaient des diplomates marocains de très 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 grande qualité, de très grande compétence, d'une qualité d'écoute. Je crois pour moi, qui était un acteur de la coopération nord-sud, je trouve que nous avons beaucoup à apprendre de cette qualité de la coopération sud-sud. L'Afrique des possibles, c'est un titre optimiste. Vous n'aimez pas beaucoup parler d'optimisme ou de pessimisme, mais vous qui le connaissez bien, ce continent, vous voyez l'Afrique où dans 10 ans, dans 20 ans? Écoutez, j'aime pas trop ce dialogue optimiste. Êtes-vous pessimiste ou êtes-vous optimiste? D'abord parce que ça renvoie à une espèce d'intuition, c'est plus ou moins de l'affection, on aime ou on n'aime pas, j'aime pas trop ça, parce que j'essaie d'avoir une démarche un peu scientifique et d'être à l'écoute des réalités. Donc c'est très difficile de faire un pronostic, mais compte tenu des atouts qu'on évoquait tout à l'heure, la jeunesse, les femmes, etc., je pense qu'il y a tout lieu de penser qu'il y a une trajectoire africaine qui va dans le bon sens, pour peu qu'elle arrive à résoudre le problème de la jeunesse, de son insertion, à s'engager vers un développement durable, vertueux, et à réaliser l'idéal démocratique. Ceci étant, l'Afrique peut inventer son propre modèle démocratique, n'est pas obligée de reprendre le modèle institutionnel qu'on a inventé lors de la Révolution française. Je veux dire, il y a d'autres itinéraires possibles, d'autres modes de démocratie possibles. Je crois que tout ceci permet de penser qu'il y a une trajectoire qui va dans le bon sens, en tout cas de nature à remettre l'Afrique au cœur des nations et n'être plus considéré comme le continent perdu, définitivement perdu. Merci beaucoup Monsieur Jacquemot. Je rappelle donc le titre de votre ouvrage, L'Afrique des possibles, les défis de l'émergence, paru aux éditions Cartala. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Restez sur Média dans un instant, la suite des programmes. Très bonne journée à tous.